juste quelques minutes pour présenter cette vidéo avec Karl où on fait le point sur l'année qui vient de passer. Je vais également dès demain faire une vidéo dans laquelle je parlerai de mes vœux. Donc c'est pas dans cette vidéo-ci. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous pouvez le faire à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com, Bertrand Bertrand @55 BE2LECHA2SE.com. Quoi dire, de toute façon je remercie individuellement, mais je reçois beaucoup de messages de personnes qui ont commencé à lire le livre, que ce soit la version artisanale ou la version Amazon, et vraiment je suis touché, je suis très touché aussi par d'autres personnes qui me disent qu'elles préféraient attendre début janvier pour leur abonnement à 40 € pour mes lettres Substack. Donc je dis à tout le monde, évidemment je pourrais maintenir ça, je veux juste que chacun sache que maintenant il faut vous décider sur ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de lire, ce que vous avez envie de suivre. Évidemment on ne peut pas tout suivre, donc, et me suivre moi, c'est une décision, c'est un engagement, ce sont des longues lettres, et parfois le fait de s'engager aussi financièrement motive pour s'engager moralement, humainement, et donner du temps à lire les lettres. Donc par exemple là c'est une vidéo qui est relativement longue, donc je vais m'arrêter tout de suite. Je vous souhaite une bonne fin d'année, je vous souhaite un bon réveillon, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie vraiment tous pour votre fidélité, pour votre loyauté, pour votre intérêt. Ça fait 5 ans maintenant, un peu plus de 5 ans que je passe des dizaines d'heures, régulièrement plus de 100 heures par semaine, à écrire, à parler en vidéo, à répondre à des interviews, principalement d'ailleurs pour des médias étrangers. Et je vais continuer en 2026. Voilà, le 5 janvier, il va y avoir un verdict. Je ne sais pas ce qui sera, mais en tout cas, je vous invite à commander aussi vite que possible le livre si vous souhaitez l'avoir. Pas que je sois inquiet, puisque je pense que je n'ai agi que en plein droit, mais je sais aussi que les lois sont devenues scélérates en France, qu'elles ne sont pas faites pour dire la justice ou la justesse. Elles sont faites pour intimider, elles sont faites pour faire taire, elles sont faites pour faire mal, elles sont faites pour vraiment tromper tout le monde, parce que c'est très salissant les accusations qui ont lieu ensuite, et qu'on le veuille ou non. Vous savez, c'est comme les trolls qui font des évaluations sur Amazon. Les lecteurs attentifs savent que ce sont des trolls, mais tout le monde n'a pas forcément le temps de creuser, de se poser les questions. Et quand on constate qu'il y a du trolling, quand on constate qu'il y a des accusations, des plaintes, etc., évidemment c'est déstabilisant. Et c'est bien l'objectif des personnes qui agissent comme ça. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'année, profitez-en bien, et demain je ferai véritablement une vidéo de clôture, une lettre, et puis après-demain, ce sera les vœux. Donc voilà, en tout cas, je vous embrasse tous. Merci pour votre confiance, merci pour tout. À très bientôt. Et ce que je répète depuis quelques jours, découvrez aussi la lettre Patreon. Vous verrez, en particulier là en ce moment, il y a une lettre, la dernière, qui est sur Isaac Newton, qui est passionnante. Et la lettre précédente, c'était sur la vaccination des bœufs. Et il y avait un clin d'œil évidemment à la crèche de Noël. Sinon sur Substack, la dernière lettre qui est parue aujourd'hui, c'est un peu un bilan de l'année et des sujets les plus controversés. Macron, Trump, l'Iran, les choses qui sont clivantes, et le fait que c'est particulièrement difficile pour un certain nombre de personnes, quand ils sont abreuvés depuis des mois ou des années à entendre par exemple que Macron est nul, ou que l'Iran a gagné, que Israël a reculé, ou que Trump est génial. Je ne vais pas vous parler des QAnon en quelques mots,
Eh bien voilà, dans la lettre, j'essaie de remettre les pendules à l'heure. Ça pourra surprendre, ça pourra énerver, mais finalement c'est ce que je fais le plus possible. En tout cas, amitié, à bientôt et je vous remercie. Bonne vidéo, j'attends vos commentaires. Des pensées pour les agriculteurs mais qui se précipitent vers la vaccination, l'Union européenne de pire en pire, le livre Fiat Veritas qu'il faut vraiment lire, Brigitte Bardot qui nous a quittés. Et qui a vraiment été fiable pour ses causes. On voit de plus en plus le rôle de Macron, à moins de vouloir être totalement aveugle. Merci pour ceux qui achètent Fiat Veritas en ligne, Fiat Veritas Spiriat Mundus, et qui le commentent. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de lire vos commentaires. Je vous invite également à l'acheter rapidement, puisqu'il y a cette décision, ce verdict, le 5, qui pourrait changer des choses. Découvrez également la lettre sur Patreon. Vous verrez, c'est gratuit et c'est particulièrement intéressant. Ce sont des textes plus courts de moi et qui sont gérés par des personnes amies. Voilà, Patreon, je mettrai le lien en commentaire. Bertrand Cholère. Bertrand, salut. Bonsoir à tous. Bonsoir, Karl. Avant de passer au bilan 2025 que tu nous as préparé, j'aimerais que tu nous reparles de ton livre qui, ici au Québec, j'ai déjà eu quelques messages d'auditeurs qui l'ont fait venir au Québec et je voudrais que tu nous le présentes avant de débuter. Alors, en deux mots, enfin en quelques mots, Petit 1, c'est mon premier livre. Donc j'ai passé quasiment 25 ans à préparer. Alors, il n'arrive pas tout seul, hein. Il est un morceau d'une série de livres, puisqu'il va y avoir une dizaine de tomes. Donc, tout ça, c'est un projet qui est né dans la foulée de septembre 2001. Et depuis, j'accumule énormément de choses et surtout, j'ai testé des idées, tu vois, pour voir à quoi pourrait correspondre un livre de rêve pour moi, mais aussi de rêve pour le type de lecteur que je souhaite avoir, hein. Puisque, comme tu sais, par rapport à mes lettres Substack ou aux émissions qu'on fait ensemble, mon idée et notre idée, c'est pas de faire des émissions à clics, c'est vraiment de faire des émissions qui permettent d'avoir des repères, de comprendre les choses, de les relier entre elles, et surtout petit à petit de se libérer de tout ce qui est divertissement d'émotion, puisqu'en fait, les médias, d'une façon générale, passent leur temps à nous divertir en fait de l'essentiel, nous éloigner de ce qui devrait être notre réflexion. Et la réflexion, elle est d'abord par rapport à nous et par rapport aux grandes lignes d'évolution de l'humanité euh, depuis 2000 ans, donc depuis la naissance de Jésus-Christ, mais avant aussi. Et comment eh bien, Jésus-Christ s'est imposé et était une nécessité, pourquoi Dieu l'a envoyé, est venu sur terre en fait, puisque Jésus-Christ et Dieu, c'est la même personne. Et, euh, et, donc, euh, et donc, tout ça, en fait, ça structure ma pensée. Et, euh, puis l'actualité s'accélérant. Tu sais, c'est Poutine qui parlait de bal des vampires. Donc, on n'est même plus dans un bal, là, on est dans une salsa démoniaque. Eh bien, j'ai tout de suite commencé par le tome 4. Ça ne veut pas dire que les autres arriveront pas après, ils vont arriver, mais parce que ça me paraissait être le meilleur tome pour commencer à présenter mon travail. Et je présente ça un peu comme une pierre angulaire, puisque c'est le tome dans lequel on n'est pas sur un côté romancé comme peuvent être les autres tomes. On est vraiment sur un côté structure, concept, avec un dialogue entre des personnages qui sont récurrents dans tous les tomes et auxquels les lecteurs peuvent s'associer. Donc il y a un personnage clé qui est la mère. Donc c'est un peu la grand-mère, la grande-tante, tu vois, la personne qui est sage, qui écoute une conversation et puis qui à la fin va dire les choses de façon un peu synthétique, prendre de la hauteur, et puis c'est des phrases qui restent. Tu as un autre personnage, c'est Colombo, donc c'est un peu l'enquêteur, tu vois,
il pose des questions, il fait semblant de pas savoir, mais en fait, ces questions, elles nous ouvrent nous-mêmes à d'autres questions, à d'autres compréhensions. Donc, on est content hein, de voir. Parfois, on se pose des questions comme lui. On a le pèlerin, donc lui, il parcourt le monde, il marche, il essaie de se retrouver lui-même. Donc, c'est un peu moi. Mais moi, je suis un peu, évidemment, tous les personnages. Mais donc, le pèlerin, c'est quelqu'un qui décide de consacrer sa vie à marcher, aller à la rencontre. Et lui, il écoute vraiment tout le monde. Et de temps en temps, un peu naïvement, donc c'est le miroir de Colombo, eh bien, il pose des questions où il dit des choses en disant, mais est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ça? Et donc, ça fait un autre personnage qui permet, tu vois, d'asseoir au fur et à mesure du livre bah, les concepts qui sont abordés, puisque ça va des sociétés secrètes à l'IVG, en passant par l'euthanasie, en passant par les Mormons, Charlie Kirk, puisque j'ai pu rajouter, intégrer ça dans le livre avant de le publier, son assassinat et ce que ça veut dire. Mais également les Khazars, évidemment, et tous les grands sujets, en fait. Qu'est-ce que c'est la géographie? Qu'est-ce que ça explique? Euh, En quoi, en fait, le lieu où on vit a un impact sur qui on est et la manière avec laquelle on interagit avec les autres? C'est quoi les racines? Bref, c'est vraiment c'est un cheminement dans toutes les questions que moi je me suis posées depuis toujours, mais de façon encore plus forte depuis septembre 2001, le moment où les choses commencent véritablement à s'accélérer en fait. C'est ce false flag avec un sacrifice de très nombreuses vies humaines et c'est peut-être un des événements les plus marquants. Tout le monde se rappelle où il était le 11 septembre, ce qu'il fait, ce qui s'est passé, etc. Il n'y a aucun autre événement comme celui-là. Et, euh, et je parle aussi, bien sûr, du 7 octobre, je parle du Covid, mais plus que parler du Covid, je parle des technologies qui vont avec. Mais tout ça, tu vois, sans aller dans des choses très techniques, en fait. Je ne vais pas faire des statistiques, je ne vais pas parler d'essais cliniques, je ne vais pas parler de toutes ces choses-là dont on nous parle à longueur de journée, mais qui ne servent à rien. En fait, une fois qu'on a compris que la plupart des personnes qui gouvernent au sein des pays ou dans les entreprises sont les ennemis des peuples, on n'a plus besoin de démontrer ça. Une fois que c'est acquis, on a besoin de comprendre en fait quelle est leur stratégie et comment ils avancent dans cette déshumanisation, dans cette transhumanisation de l'humanité. Donc ça, c'est un peu ce qui est décrit. Et c'est un livre que tu peux ouvrir à n'importe quelle page, et puis tu lis deux, trois pages, et c'est très satisfaisant. Ou alors tu le lis en continu. Mais souvent, si tu veux, les personnes peuvent prendre un livre, tu vois, ils ont 10 minutes, hein, et quand tu as l'impression que tu dois lire 550 pages, tu te dis, je vais être perdu. Mais ça n'a pas été conçu comme ça a vraiment été conçu comme un vrai livre qui se lit à la file, mais où en réalité, euh, chaque passage, tu vas avoir envie de le relire plusieurs fois pour l'intégrer, parce qu'il est très synthétique, mais il est connecté à tout le reste. Et d'un seul coup, tout s'éclaire, en fait. Tu vois le paysage complet, et, euh, et tu vois, euh, il est relié, c'est un extraordinaire relieur, donc je ne vais pas trop dire publiquement qui est le relieur, mais c'est le top du top. Donc le livre est très solide. Les pages sont cousues, donc elles sont reliées, et c'est une reliure en tissu, mais qui est fait pour être lu des milliers de fois. C'est-à-dire que les livres que fait ce relieur ont la réputation, tu vois, d'être. C'est des livres d'usage quasiment quotidien, des livres professionnels, donc qui doivent durer passé entre plein de mains différentes. Donc c'est une version qui est très très belle. Et pareil pour la version Amazon. Tu sais, Amazon, tu as différents niveaux de qualité que tu peux choisir. Évidemment, plus tu prends la qualité basse, plus l'auteur a de marge, et plus tu prends la qualité haute, moins l'auteur a de marge. Bah là, on a un livre qui fait 555 pages, et c'est la meilleure qualité. Donc, ce qui veut dire que
L'idée, c'est pas que ce soit, j'espérais à la fin, et surtout pour les gens qui ont participé, tu vois, l'éditeur, à la mise en page du livre, à tout le travail logistique qui va derrière, que le livre rapporte de l'argent, mais c'était pas l'idée. L'idée, c'est comme c'est un premier livre, eh bien, je veux que les gens réalisent, déjà ceux qui suivent mes lettres, bon, bah, ils n'ont pas cette question, ils se demandent pas la qualité de mes écrits, tu vois, ça fait 3 ans que j'écris, donc, et ils peuvent reprendre des lettres d'il y a 3 ans dans les archives pour se rendre compte que les analyses ont toujours été bonnes, en fait. Et, euh, et c'est pas du tout par fanfaronnade, hein. C'est vrai aussi sur YouTube. Et donc, le livre a un succès. Donc, je suis vraiment très content. Le livre a été attaqué dès sa sortie, c'est-à-dire dans quasiment le jour même de la mise en ligne sur Amazon, il y avait déjà un commentaire avec une étoile. Puis, dans les jours qui suivent, il y en a eu 3. C'est très difficile des commentaires aussi mauvais. Ça se voyait que c'était des trolls, c'était des gens qui n'avaient pas acheté le livre et les messages étaient vraiment très très méchants. Et maintenant, on fait, la moyenne est à 4,4, mais ça a mis du temps en fait à monter parce que tous les gens qui ont reçu le livre, qui l'ont acheté, qui ont commencé à le lire, ont mis 5 étoiles, hein, avec des longs commentaires, que des achats vérifiés. Évidemment, j'ai aucune influence sur ce qu'écrivent les personnes euh, de la même manière que pour tout. Donc je suis content parce que c'était un très grand stress. Je ne savais pas comment le livre serait reçu. Moi, je sais, en le signant et en mettant go, que je pensais que c'était un bon livre. Mais tu sais jamais comment ça va être reçu. Parce que, tu sais, c'est comme les parents, leur bébé, c'est toujours le plus beau bébé du monde. Ah, moi, il m'a fallu 25 ans pour faire ce livre. Évidemment, je me suis dit, c'est le meilleur livre du monde, mais mes lecteurs, ils réagissent pas comme avec un bébé. Avec un bébé, tout le monde dit oui, oui, c'est le plus beau. Avec un bouquin, bah, si c'est mauvais, les gens, au pire, ils disent rien, quoi. Mais tu vois, personne n'a envie d'embarquer d'autres personnes à lire un livre qu'ils trouvent nul, hein. Et, euh, et puis le fait qu'il était attaqué montrait que ça dérangeait. Donc vraiment, je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance. Il y a plus de, je crois, il y a 23 ou 24 personnes qui l'ont acheté déjà au Canada. Donc on ne parle pas de milliers de livres vendus, hein. Je rassure tous ceux qui se disent que il y a des milliers de livres vendus. Malheureusement, non. Je pense que sur sa durée de vie, il y aura des milliers de livres vendus. J'en suis pratiquement sûr. Mais voilà, ça démarre doucement. Et j'ai pas de relais médiatique, donc mon relais médiatique, c'est toi, Karl. Il y a eu Stéphanie qui en a parlé. Et sinon, c'est ma chaîne. Donc, je suis pas invité comme tous les autres auteurs complotistes dans toutes les télés. Enfin, les auteurs complotistes, pour moi, c'est pas négatif, hein. Mais voilà, je fais pas partie du sérail et ça me dérange pas du tout. Parce que je pense que il vaut mieux, tu vois, que les choses se passent par le bouche-oreille, par la volonté que les gens fassent la démarche. Et puis j'ai reçu des messages qui m'ont fait tellement de plaisir, tu vois, des personnes qui me disent, j'avais plus ouvert un bouquin depuis 20 ans, j'en suis à la moitié du livre, je ne suis pas encore lassé et tous les jours j'ai envie de trouver du temps pour lire la suite. Et si tu veux, ça me touche infiniment. J'ai d'autres personnes qui me disent, tu as fait une semaine que je lis le livre, mais dans tous les sens, comme vous me l'aviez dit, il est sur ma table de chevet. Et à chaque fois que j'ai 5 minutes, je le prends et je le lis. Tout ça, enfin, évidemment, c'est des vrais témoignages, hein, mais c'est des choses qui me touchent parce que ça vient de personnes souvent avec lesquelles j'avais pris l'habitude d'échanger. Tu sais, il y a toujours les commentaires publics, mais j'ai énormément de gens qui m'envoient des emails et, euh, et donc je les lis et je réponds. Et d'ailleurs, là, c'est des exemples. Avec chaque livre de la version artisanale, eh ben, je prends une citation du livre, plus ou moins longue, au hasard, hein, pour chaque personne. Et après, j'illustre la page. Et ensuite, à l'intérieur, j'écris une lettre à la personne. Donc, le livre est dédicacé, il est numéroté et vient en fait
ce dessin original où moi plein de personnes me disent c'est vraiment une œuvre d'art, c'est très beau. Après, forcément, c'est voilà, c'est mon inspiration. Et, euh, et donc, ça, c'est un peu comme un certificat, puisque dessus, il y a le même numéro que dans le livre. Mais ici, c'est très personnalisé, alors que le livre, il y a surtout le numéro, édition originale, petit dessin, et je mets une explication, en fait. Donc, autre chose que j'aimerais dire, donc, comme vous savez, le 5 janvier, je vais avoir le verdict dans l'affaire Brigitte Macron. Donc j'espère que ce sera évidemment un verdict normal. En tout cas, moi, je me suis défendu pour que ce soit le cas. Mais le risque, c'est d'avoir une suspension des réseaux sociaux, en fait. La peine, c'est d'écarter les personnes et des réseaux. Et donc c'est d'autant plus important, tu vois, d'être passé au livre. Et parce que si ça arrivait, eh ben, je continuerai le plus possible à écrire, à faire des conférences. Et par ailleurs, il existe une lettre sur Patreon qui n'est pas liée à moi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui la gère et qui m'avait dit, comme les lettres sur Substack sont un peu longues, est-ce que ça vous dirait de faire quelque chose sur Patreon avec des textes plus courts? Et donc au début, l'idée, c'était de faire des textes qui résumaient un peu les lettres de Substack. Et puis finalement, non, c'est d'autres textes complètement indépendants que je fais, mais qui sont beaucoup plus courts. Euh, on s'approche des 1000 abonnés, donc c'est génial. 1000 abonnés, c'est gratuit, hein. Donc il y a quelques personnes qui aident, mais donc petit à petit, et ça pourra continuer à exister. C'est-à-dire, vraiment, je vous invite à y aller, puisque comme je ne suis pas lié à ça, c'est un média qui me donne la parole, mais qui pourrait donner la parole à d'autres personnes, c'est Patreon. Donc peut-être on mettra en lien dans la description de la C'est vidéo. c'est Mais ce que j'allais. dans toutes mes vidéos, dans toutes mes lettres Substack, il y a le lien en général. Et le texte, la dernière lettre Patreon, qui date d'aujourd'hui, elle est passionnante, c'est sur Isaac Newton. Et donc on découvre euh, que Isaac Newton s'est beaucoup intéressé à l'alchimie, à l'eschatologie, à toutes ces choses-là, et c'est pas simplement l'homme d'une pomme qui lui serait tombé sur la tête et qui lui aurait donné l'idée de l'alchimie. Donc, c'est très intéressant. Moi, Isaac Newton m'avait intéressé parce il avait beaucoup travaillé sur le temple de Salomon. Et tu sais que le temple de Salomon est au cœur de l'eschatologie, puisque la construction du troisième temple euh, entraîne un certain nombre d'événements, d'après les prophéties. Et comme je suis persuadé que le troisième temple, c'est Notre-Dame revue par Macron, et qu'elle est en train d'être reconstruite, entre guillemets, tu sais, avec les changements de vitraux, avec toutes ces choses-là qui sont prévues, on en a parlé régulièrement, eh bien, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est le bon moment de parler d'Isaac Newton, parce qu'évidemment, dans une lettre, tu ne peux pas parler des milliers de sources que tu as qui t'ont euh, mis sur une piste, mais c'est une période de vacances où les personnes ont un peu plus de temps, donc ils peuvent lire la lettre, ça prend peut-être 5 minutes ou 10 minutes, et après, s'ils sont curieux, faire des recherches, parce que c'est passionnant en fait. Tu sais, tu as un petit signal comme ça, et puis tu te dis, mais tiens, on ne connaît pas Isaac Newton, et pourquoi toutes ces archives maintenant sont au musée d'Israël, etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment intéressant parce que tu vois toutes les connexions que nous, on ne cesse de mettre en avant. Tu vois l'attitude eschatologique de certains. Et puis là, on va parler du bilan de l'année. Mais juste le bilan de la journée d'aujourd'hui, il est hallucinant.
tentative d'attentat contre Vladimir Poutine organisée par les Ukrainiens, juste Ouais. après que Zelensky était avec Poutine, avec Trump. Mais Trump prétend évidemment qu'il n'était pas au courant et qu'il n'est pas content. Enfin, ils nous prennent tout le temps tous pour des cons, quoi. Euh, euh, Enfin, tout ça, c'est trop gros. Dans le même temps, les États-Unis bombardent. Ça y est, maintenant, ils ont commencé à bombarder le territoire vénézuélien. Donc, ils bombardent des ports pour commencer. Puis ça va aller de pire en pire, en fait. Et puisque comme ils ne peuvent pas arrêter les bateaux, puisque souvent c'est des bateaux chinois avec des cargaisons chinoises, bah, ce serait presque une déclaration de guerre à la Chine. Voilà, et puis des menaces à l'Iran, et puis Netanyahou qui dit que Trump est le meilleur président américain qui ait jamais eu pour Israël et qu'il n'y en a jamais eu aucun qui était ne serait-ce que près de lui, et d'ailleurs qui va avoir le prix Israël qui n'a jamais été remis à quelqu'un d'autre qu'un Israélien. Donc on a bien compris qu'il a été complètement pris en main par Israël, et parmi les choses qui m'ont fait un peu de peine, je dois l'avouer, bah, c'est qu'aujourd'hui, il y avait une conférence call entre Netanyahou et Musk, et où Musk s'engageait à mettre tous ses moyens pour faire d'Israël un des premiers pays dans le domaine de l'intelligence artificielle au monde. Je crois que la plupart des puissants de ce monde en Occident ont décidé de courber et d'abandonner quoi, toute forme de combat. Et il y a un rouleau compresseur maintenant qui est considérable. Quoi. C'est fascinant. Et ça, c'est ma lettre Substack d'aujourd'hui. Alors, je ne savais pas tout ça en faisant cette lettre Substack, mais c'est une lettre double en fait. Elle commence par un conte. En fait, dans la lettre, il y a 3 contes. Donc, ceux qui me suivent savent que une fois tous les mois, j'écris des contes. Donc, ça fait peut-être une quinzaine ou une vingtaine de contes dans l'année, parce que parfois j'en mets 2, 3 dans la même lettre. Donc, c'était le cas aujourd'hui. Et, mais le début de la lettre, c'était de reprendre une lettre que j'avais faite en octobre 2023. Donc, dans la foulée des attentats du 7 octobre. Et, euh, et, et c'est euh, et c'est fascinant parce que je change pas un mot de ce que j'ai écrit à cette époque-là. Je change pas un mot. Bertrand, tu abordais la question du Venezuela, puis c'est toi qui me l'apprends à ce moment. Les bombardements au Venezuela seraient débutés. Et Ouais. quel sérieux à donner à ceux qui disent que les Russes et les Chinois ont déjà livré là, des armes à Maduro pour une réplique? Peux-tu me renseigner là-dessus? Jusqu'à quel point c'est réaliste? Comment les Américains laisseraient passer des bateaux ou des avions qui armerait le Venezuela. Non, c'est faux. Il y a C'est plusieurs faux, raisons hein? à ça. Euh, le, le, je pense qu'ils font tout pour empêcher la guerre d'arriver, pour essayer de calmer Trump, mais Trump est exclusivement entouré de personnes qui détestent l'Iran, et Trump déteste l'Iran, et de gens qui détestent le régime de Maduro, à commencer par Rubio. Donc de toute façon, Trump, 24 heures sur 24, c'est une expression, hein, il est entouré de personnes qui l'incitent à bombarder ces 2 pays. Donc, ils sont de nature différente. Ceux qui sont hispanisants, entre guillemets, bah, détestent le Venezuela parce que, voilà, c'est plus la chasse gardée des Américains, puisque je te rappelle que les États-Unis ont fait des fortunes considérables au Venezuela avant Chavez. Donc, c'était vraiment le territoire des grandes compagnies pétrolières, mais également des compagnies fruitières, dans le domaine, tu vois, de tout ce qui était ciment, Coca-Cola, donc les sucres, etc. Tout était pris entièrement par les grosses compagnies. Donc, c'était un pays qui avait une aristocratie économique très riche, un peuple extrêmement pauvre et qui rendait des sociétés américaines milliardaires. Donc c'était comme une vache à lait, si tu veux. Et dans la zone dite de l'Orénoque, bah, c'est là où tu as les gisements pétroliers, les réserves pétrolières les plus considérables du monde. Et ben, même si c'est du pétrole
qui n'est pas de la meilleure qualité, c'est exactement le pétrole qui manque aux Américains. Parce que les Américains ont un pétrole de mauvaise qualité et les Vénézuéliens ont un pétrole riche. Mais idéalement, il faut avoir le pétrole du Moyen-Orient ou russe. C'est un pétrole intermédiaire. Tu vois, en Iran aussi, ils ont du très bon pétrole. Mais au Venezuela, ils ont un pétrole riche, mais c'est parfait par rapport à la plus faible qualité du pétrole américain. Donc, ils étaient très contents. Et puis, il y a Hugo Chavez, puis maintenant Maduro, qui ont mis les Américains un peu dehors. Mais pas comme si tu veux, pas comme les Américains feraient. Tu vois, il y a plein de pays, quand ils mettent quelqu'un dehors, ils le mettent, ils le coupent en pièces et ils le mettent même en dehors de chez lui. On voit ce qui se passe à Gaza. Mais au Venezuela, ils ont respecté la propriété privée. Et donc, il y a des gens qui ont émigré aux États-Unis, mais qui sont restés propriétaires de leurs médias, de leur télé, de leurs conglomérats, et qui continuent à prendre tout l'argent. Il y a des partis d'opposition. Tu sais, la prix Nobel de Oui. la paix, elle était jusqu'à peu une leader de l'opposition à Maduro. Bon, maintenant, elle vit à l'étranger, elle fait des conférences et elle demande qu'on bombarde son pays. C'est quand même incroyable, tu vois. Enfin, il ne faut pas aimer ton pays pour espérer que quelqu'un vienne le bombarder. Mais euh, tu avais l'ancien Guaido, tu vois, c'était pareil. C'était des gens qui étaient déclarés leaders de l'opposition, mais c'était des personnes qui avaient été fabriquées aux États-Unis. Souvent, c'était des N-5, mais c'était les plus fiables pour les Américains, et donc ils tuaient les autres, ils remplaçaient, ils négociaient, puis le mec se retrouvait chef de l'opposition, et puis il était élu dans des circonstances bizarres, comme étant le vrai président ou le vrai machin, ce qui permettait aux Américains de faire exactement ce qui a été fait aux Russes, c'est-à-dire de confisquer les avoirs du Venezuela en disant tout l'argent du Venezuela, l'or à Londres, les capitaux, etc., on le confisque, puisque comme le gouvernement actuel est illégitime, il n'a pas le droit d'utiliser cet argent-là. Donc c'est toujours la même logique. Donc quand les Américains font style qu'ils ne veulent pas faire ça à la Russie, en fait la réalité c'est qu'ils veulent que la Russie baisse les bras, croient qu'ils sont sincères, et puis en réalité une fois que la Russie aura cru encore une fois aux promesses de l'Occident, eh ben ils se prendront un truc qui va vraiment leur faire mal. Donc là pour le coup un assassinat. Et d'ailleurs Trump quand il a parlé de la tentative d'assassinat par l'Ukraine contre Poutine, il a quasiment fait un lapsus. Il a dit mais non, c'est pas le moment de faire ça. Et tu dis mais comment il peut dire ça? Mais tu vois, plus personne ne relève les fautes de langage de Trump. Mais on sent que ça c'est dans les plans, mais que c'est pas le bon moment. Il faut que la Russie ait donné l'impression de céder, qu'elle est trop faible pour continuer, qu'elle accepte des conditions inacceptables. Et, euh, et alors, il sera toujours temps de tuer Poutine et puis de mettre des pantins à sa place. Parce que c'est ça ce qu'ils ont en tête. Ils n'ont pas du tout envie d'avoir une Russie indépendante, puisque les valeurs de la Russie ne sont pas compatibles avec ce que fait l'Occident. Et Trump a beau dire j'arrête le wokisme, j'arrête tout ça. Non, mais le wokisme, c'était l'étape avant l'ultrasionisme. Le, le wokisme, il a été transféré en ultrasionisme. C'est-à-dire que là où avant, le wokisme, en fait, c'est des choses qui sont dans le Talmud. La transition de genre, l'IVG, l'euthanasie, tout ça, c'est dedans. C'est dedans. Il y a même des idées j'ose même pas dire tout ce qu'il y a dedans, quoi, tellement c'est horrible. Et donc, ça, c'était des principes clés de ce livre religieux. Mais le principe supérieur, c'est le sionisme. Donc, Trump a beau jeu de dire je suis plus dans le LGBTQ+, et le wokisme, puisqu'il est passé au stade supérieur. Puisque le sionisme inclut tout ça. D'ailleurs, il n'y a qu'à s'intéresser aux gens qui ont été les plus grands avocats de la transition de genre aux États-Unis.
les plus grands avocats de l'IVG, que ce soit en France ou ailleurs, invariablement, il y a c'est totalement incontestable. Les faits disent que ça intéresse particulièrement des personnes qui sont liées à une certaine religion. Bon, C'est troublant, mais c'est comme ça. Aux Bertrand, tu États-Unis, citais... moi, je me suis intéressé à la transition de genre. Je me suis demandé comment ça a pu naître dans la société. Qu'est-ce qui a pu faire naître ça dans la société? Et le constat est flagrant. Les personnes qui ont été les tribuns sur ce sujet, c'était invariablement des rabbins pour la transition de leur enfant. On est quasiment dans des notions de sacrifier ses enfants pour une cause supérieure. Et ça rappelle le Baal babylonien de sacrifice d'enfants pour une cause supérieure. Et tout est lié, tout est toujours lié. Mais on refuse de le voir. C'est devant nos yeux et on refuse de le voir. Tu vois, avant de se retrouver, je dînais avec un copain avec qui on a toutes ces conversations. Et dans le resto où on était, il y a un monsieur qui s'approche de nous. On n'avait jamais vu ni d'Ève ni d'Adam. On était tous les deux, tu vois, dans un coin du resto, une petite pizzeria avec des très bonnes pizzas à 10 euros, magnifiques. Et, le monsieur s'approche de nous et puis il parle, il dit, je sais pas, je voulais savoir. Et puis on discute et c'est un pasteur manouche. Un pasteur évangélique manouche. Et il avait ressenti de l'autre bout du restaurant où il était avec sa femme, son fils, la femme de son fils et le bébé de son fils. Et il nous a vus, et je sais pas, il est venu. Alors, et c'est pas parce qu'il nous a vus l'un et l'autre sur Internet ou autre, puisque ce copain avec qui j'étais a aussi ses émissions. Euh, et sur une chaîne que par ailleurs je porte pas toujours dans mon cœur, il est chez Toxin. mais lui, c'est vraiment un ami, donc je sépare les choses. Et donc, et on s'est mis à parler de religion, etc., etc. Et puis à un moment, mais alors, il se trouve qu'il est l'aumônier aussi de Kenji Girac. Il est le pasteur et puis de plein d'autres personnes. Tu sais, c'est vraiment Oui. une communauté. Puis après, on a vérifié sur Internet et tout ce qu'il nous disait était vrai. Il a des dizaines, des centaines de milliers de vues quand il fait des vidéos, des prêches, etc., devant des milliers de personnes. Donc, c'était vraiment très passionnant d'être. Attends, je vérifie la prise. D'être avec lui. Et, et, et puis il dit, je lui dis, mais qu'est-ce que vous pensez de Macron? Et mais sans aucune hésitation, il dit, lui, il est habité par le diable. Ah oui, hein? Et j'avais eu la même réaction avec des exorcistes, j'ai eu la même réaction avec des prêtres, mais pas les prêtres ou les gens politiques, tu vois, les gens qui s'expriment, tu vois, posément par rapport à des sujets importants et qui continuent véritablement à s'intéresser à la religion, qui sont pas là pour faire une carrière ou pour pas déplaire ou pour avoir des budgets de l'État pour refaire un toit ou pour refaire quelque chose. Mais c'était comme un cri du cœur. Et c'était fascinant d'entendre ça parce que tu te rends compte que beaucoup de monde arrive aujourd'hui à cette évidence en fait, mais qui a été refusée pendant des années. Bertrand, tu citais tantôt la rencontre que Trump a eue avec un groupe d'Israélites ou de sionistes. Et je réalise toute la Sur force. Amazon, non? Oui, je réalise toute la force des sionistes et tranquillement, on découvre qu'ils sont à l'origine de plein de conflits ou de fausses nouvelles. Ben, la Somalie. Oui, mais Bertrand, si on veut régler ça, est-ce que la stratégie de Trump, s'il les prend de face, il va se faire éliminer en 24 heures? Il doit y avoir, sans tomber trop dans les thèses d'un jeu d'échecs à 5 dimensions, mais non, il doit y avoir... non. Hein? Non? Il a jamais donné autant de force à quelqu'un qu'il le fait depuis qu'il est élu. Là, aujourd'hui, il est allé bombarder la Somalie.
pour essayer de diviser le pays, et Israël est le premier pays à reconnaître un bout de la Somalie qui est le bout le plus riche en pétrole. Dans le même temps, les Émirats arabes unis, qui sont le premier pays arabe à avoir signé les accords Abraham, lui est en train de reconnaître l'autonomie d'une partie du Yémen, et tout ça conjointement avec Israël. C'est-à-dire qu'il continue à préparer le grand Israël. Et là, je peux te dire en ce moment, Ben Salman, il commence à avoir peur. Et le Qatar aussi. Parce qu'il réalise que les pays qui signent les accords Abraham, après, ils sont complètement pris en main, en fait. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Les Émirats arabes unis, en ce moment, sont en train de financer à l'intérieur de la Syrie tous les mouvements séparatistes. Donc Israël tire les ficelles. Les Émirats arabes unis, sous couvert d'être un pays arabe, arrivent avec de l'argent, mais implantent des personnes qui vont, donner des velléités d'autonomie de région. On a vu avec les Druzes. Et donc l'idée, c'est vraiment de découper la Syrie le plus vite possible. Mais on savait, on en a parlé dès décembre l'année dernière. Sauf que là, on est en train de voir ça concrètement. Et ça alarme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qui comprennent ce jeu de dupes des Émirats arabes unis. Mais c'est très compliqué parce que ils risquent de s'entretuer les uns les autres, mais pas de s'entretuer comme l'Ukraine et la Russie. Non, s'entretuer comme ils font depuis la nuit des temps, avec des poisons, avec des poignards, etc. Et donc, c'est toujours les mêmes qui tirent les ficelles, mais qui sont en train de créer un énorme stress qui peut se traduire, comme tu viens de le dire, par « Ok, autant vivre, donc finalement, je vais céder sur tous les sujets. » Mais quand on fait ça, de toute façon, la seule chose qu'on a, c'est qu'on est sûr de mourir et dans le déshonneur. Mais il y a des gens qui préfèrent mourir dans le déshonneur s'ils peuvent vivre quelques années de plus. Donc, Bertrand, pour faire on est à parler de l'année 2025 moi, je me rappelle, tu parlais des 5 fantastiques dont Trump faisait partie. Et pendant 2025, ce prisme d'analyse-là, tu l'as mis un peu de côté parce que là, tu as vu un peu les actions de Trump après son arrivée au pouvoir au mois de janvier. Si tu avais à me donner une note... Karl, tu vois, je regardais là, excuse-moi, j'entendais en même temps, mais je regardais un peu le caviardage. Quelqu'un qui répète toutes les 10 trucs, je ne paierai pas pour lire son livre, vire-le, quoi. Il n'a rien à faire. Oui, je ne l'ai pas vu, lui, là. Il n'a rien à faire dans l'émission. Non, lui, on va le sortir. J'en ai sorti déjà 2. Ces sales trolls qui ne sont là que pour polluer. Et franchement, qu'on en finisse avec ces gens-là, quoi. Oui. Puis j'en ai éliminé 2, là. Ça m'a tantôt en début d'émission. Ils ne sont là que pour être des mauvaises personnes. Et puis en plus, je pense que plus ils disent ça, plus ça devrait encourager à lire. Mais réellement, on n'a pas besoin de les garder. Même si ça fait l'effet inverse, je ne suis pas pour garder des personnes qui ne sont là que pour nuire. Exactement. Est-ce que tu peux me donner son nom? Je ne le trouve pas. On va continuer. Je l'ai vu. Il est... On le veut dans l'écran. On le veut dans l'écran. Il s'appelle Siro de Caltor 1643. C'était à 22h45. Voilà. C'est terminé. C'est quoi qui est écrit? Bonsoir. Il est parti. On continue. C'est pas la première fois qu'il faisait ça. Hein. Là, il est éliminé complètement. Donc, toutes les 5 minutes, il mettait un truc très négatif. Donc, c'est terminé. S'il y a d'autres choses, tu m'en fais part. Non, mais je regarde pas beaucoup parce que. Ouais, moi non plus. J'essaie de me concentrer sur ce que tu dis. Mais donc, vas-y, recommence qu'on revienne dans c'est que Trump nous a créé beaucoup d'espoir et tout au long de 2025, je t'ai senti un peu décroché de Donald Trump. Et aujourd'hui, c'est la grosse question qu'on se pose. Est-ce qu'il réussira, les American First qu'on suit depuis quelques semaines,
en parle beaucoup. Est-ce que Trump va réussir à sortir des griffes des sionistes? Écoute, hein, Oui. alors première chose, moi j'ai vraiment, pendant longtemps, autour de moi, j'avais plutôt des personnes qui n'avaient pas confiance en lui. Je te parle des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Évidemment, il y avait également des personnes, souvent dans une mouvance Q, qui avaient énormément d'admiration pour Trump. Et moi, je n'étais pas dans la mouvance Q, mais j'étais dans l'idée que Trump avait la force, le charisme, la solidité, et puis qu'il avait donné l'impression de vouloir s'éloigner de son gendre, de vraiment vouloir discuter avec la Russie, de vouloir discuter avec la Chine. Donc il y avait plein d'indicateurs qui étaient positifs. Et entre autres, il voulait se battre contre le wokisme et il avait nommé Robert Kennedy. Mais je n'avais pas réalisé qu'en fait, il allait être entièrement absorbé par le sionisme, qui est l'étape suivante après le wokisme. C'est le sionisme, en fait. C'est vraiment le degré absolu. Et ensuite, c'est la destruction de tous ceux qui ne pensent pas comme les sionistes. C'est-à-dire, soit tu penses comme eux, soit tu ne mérites pas de vivre dans cette société, ou en tout cas, tu ne mérites pas de vivre librement avec l'accès aux revenus, aux fruits de ton travail, etc. etc. On sait ça, on est en train de le voir de plus en plus, et c'est comme ça, tu vois, tu es estampillé. Avant, tu pouvais subir beaucoup de violence si tu étais contre les animalistes, hein, quand quelqu'un mangeait de la viande ou autre. Ensuite, c'était les wokistes, ensuite c'était les trans, ensuite. Mais là, maintenant, on est vraiment dans le degré absolu de quelque chose qui est extrêmement structuré. C'est pas quelque chose de saisonnier. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'est imposé petit à petit. En France, par exemple, avec la loi Pleven, puis la loi Guesso, puis la loi Schiappa. Et on voit avec les Twitter Files que tout ça, ça a été extrêmement coordonné avant Mitterrand, puis maintenant Macron, pour arriver à avoir un arsenal qui permet de faire taire n'importe qui et avec la loi de programmation militaire, de prendre les biens de n'importe qui. Et donc Trump, moi j'avais cet espoir. Et cet espoir a grandi, mais jusqu'à janvier, puisque vers le 20 janvier, je crois, il y a eu un cessez-le-feu, juste avant l'inauguration de Trump à Gaza. Or, pour moi, Gaza est l'alpha oméga de ce qui reste d'humanité en nous. C'est-à-dire, soit on fait semblant qu'il n'y a rien, soit on trouve que c'est normal qu'il se passe, et là, pour moi, on est dans l'inhumanité, soit on est extrêmement choqué, on s'exprime et on essaie, et là, on est encore dans l'humanité. Mais si tu veux, c'est comme une ligne de flottaison. C'est le degré de zéro, c'est la position qu'on prend par rapport à Gaza. Et je suis d'accord, il y a d'autres endroits où les gens souffrent. En France, il y a des gens qui souffrent. Au Venezuela, partout dans le monde, il y a des gens qui souffrent, partout. Mais pour les Palestiniens, c'est structurel. C'est inhérent à ce qu'est leur vie depuis des dizaines d'années. Je ne sais pas s'il faut remonter au premier kibbutz, mais c'est inhérent à ce qu'est leur vie. Et, euh, et donc, j'étais vraiment très intéressé par le fait que Trump s'était appliqué à rentrer dans son mandat pour ça. Mais très vite, en fait, il y a un doute parce que Valls, qu'il a choisi pour être le négociateur, on découvre qu'il est beaucoup plus proche d'Israël que de Trump et qu'il y a un espèce de jeu de dupes qui est en train de se passer autour de Trump. Et le jeu de dupes, c'est que, en fait, pendant cette accalmie, où les regards sont tournés vers l'Ukraine ou ailleurs, hein, les migrants, les tarifs, les machins, enfin, tu sais, tout ce que Trump fait depuis des mois, sans aucun. Enfin, il dit qu'il y a beaucoup de succès, mais c'est un succès temporaire. On sait très bien que les tarifs, à un moment, nuisent au pays qui les crée. Et on voit bien d'ailleurs que les boîtes qui emploient encore des gens aux États-Unis font leurs investissements à l'étranger. Donc les GAFAM et autres sont en train de recruter des centaines de milliers de personnes en Inde parce que comme ils ne peuvent plus les avoir aux États-Unis, ils vont les chercher là où ils sont. Et donc, euh, en fait, que fait Israël? Il identifie toutes ses cibles.
il identifie toutes les personnes en fait qui restent survivantes à Gaza et en mars, sans crier gare, sans aucune raison, plus de 1700 personnes tuées dans une journée, dont les responsables politiques du Hamas, les porte-paroles, etc., etc. Tous ces gens croyaient qu'ils étaient dans une trêve, dans une paix. Ils sont tous assassinés. Là, aujourd'hui, c'est censé être une paix à Gaza. Mais en réalité, c'est une paix de couverture de magazines, de conférences, etc. Il n'y a qu'à regarder la situation de vie dans l'eau, l'humidité, le froid des Palestiniens. Ça ne s'est pas du tout amélioré. Il y a juste moins de bombes, mais il y a toujours autant de tirs de drones. Et aujourd'hui, gros bombardement. Et donc la mort du porte-parole du Hamas, tu sais, Abu Obeya, qui était véritablement quelqu'un qui continuait à faire rêver les enfants, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, alors qu'il y a la paix, exactement comme ça se passe au Liban, comme ça se passe partout, eh ben, Israël se permet, sans aucun état d'âme, de bombarder. Donc, explosion ultra puissante, beaucoup de morts, mais dont en fait cette cible. Et, et il tire tout le monde. On a eu des tentatives d'assassinat et un assassinat encore il y a quelques jours d'un général russe qui était le général qui s'occupe de la mobilisation de l'armée. Donc on avait eu celui qui s'occupait des armes chimiques, on avait eu celui qui, je ne sais plus quel était le poste de l'autre, mais c'était pareil, un haut général influent, et là celui qui s'occupe de la mobilisation de l'armée, qui est un poste hautement stratégique quand tu es possiblement à la veille d'une guerre euh, mondiale, puisque les tentatives d'assassinat contre un président, la Russie n'a jamais fait ça à l'encontre de Zelensky, même s'il ne représente plus rien constitutionnellement. C'est des actes extrêmement graves. Surtout alors que Zelensky est censé être avec Trump et les pays européens pour parler de paix. Donc qui tire les ficelles? Est-ce que Trump joue un double jeu? Est-ce que c'est les Européens qui sont là-bas et qui veulent envoyer un signal et vraiment absolument empêcher la paix? Ce qui est sûr, c'est que Poutine et Trump se sont parlé. Alors Trump a fait ah, mais heureusement que je n'ai pas donné les tomahawks. Donc déjà, ça, c'est l'excuse du coupable. Tu sais, si Colombo parlait, il dirait ah non, mais quand quelqu'un cherche à se disculper en montrant tout ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il est super coupable. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Si tu as besoin de dire regardez, ça peut pas être moi, j'ai pas donné les tomahawks, c'est que c'est toi. Parce que personne soupçonne Trump a priori. Donc s'il pense qu'il est soupçonnable, c'est qu'il est coupable. Exactement comme Netanyahou avec Charlie Kirk. Qu'est-ce que Netanyahou, dans l'heure qui suit l'assassinat de Charlie Kirk, a besoin de faire plusieurs tweets et d'expliquer qu'évidemment Israël n'a rien à voir. À part s'il veut dire au monde entier, c'est nous qui l'avons tué. En tout cas, au monde qui est capable de comprendre que quand tu dis ça, c'est pour reconnaître le truc sans avoir à le reconnaître officiellement et en empêchant tous les gens qui pourraient tirer une ficelle qui mène à toi de le dire, puisque toi, tu as dit non, non, c'est pas moi. Mais Bertrand, comment on fait quand on est président des États-Unis, puis quand on sait comment certains ont fini, comme John F. Kennedy, qui a voulu s'opposer à... Mais si tu n'es pas prêt à ça, tu ne Comment deviens on pas fait pour président des venir à bout de États-Unis. ça? Ouais. Mais si tu n'es pas prêt à ça, si tu n'es pas prêt à défendre totalement tes convictions, tu ne deviens pas président des États-Unis. Tu deviens chef d'une entreprise, tu deviens mercenaire, tu deviens ce que tu veux. Si tu es président d'une puissance, de peut-être la puissance, la plus grande puissance au monde, celle qui est capable de se projeter partout, qui a des bases militaires partout, etc., si tu n'es pas capable de t'imposer, si tu deviens le petit valet de Netanyahou ou que tu te laisses tromper naïvement par Macron. Parce que moi, j'ai essayé de rappeler plusieurs fois cette image, puisque ça m'avait valu plein de critiques quand j'avais dit, au moment de l'enterrement de François, du pape François, et avant le conclave, j'avais dit, regardez le maître absolu
sur place, c'est Macron. Et tout le monde m'avait dit, t'as rien compris, c'est Trump. Ben non, tout ce que voulait Macron, il l'a eu. Il a un pape, François, qui critique la Russie, qui dit que les conditions de Trump sont nulles. Donc c'est pas du tout un pape qui est favorable à Trump, au contraire. Qui prend des positions sur tous les sujets qui sont parfaitement en ligne avec ce que Macron a envie de faire passer comme message. Donc ils n'ont même plus besoin de voir là, de se voir. C'est pas comme François. Là, on a vraiment, il est en pleine autonomie par rapport à ces positions-là. Et Trump qui disait je vais faire la paix, je vais voir Zelensky, bah, tu vois, il n'obtient rien. Même là, Trump fait venir Zelensky et dans la foulée, tentative d'assassinat de Poutine. Donc, enfin, je veux dire, il faut être aveugle pour pas voir que soit Trump est un béné qui est manipulé par les gens qui l'entourent, soit c'est un faux cul qui fait semblant de vouloir la paix, et c'est plutôt l'hypothèse que j'ai, mais qui en réalité fait exactement ce que veut Netanyahou, puisqu'il parle des bombardements avec le Venezuela et il y a Netanyahou à côté de lui. Et ensuite, il parle de l'Iran et ensuite, il parle de la Russie. Mais il faut voir la tête de Netanyahou, c'est comme du théâtre. Il a quasiment un orgasme quand Trump annonce qu'il bombarde le Venezuela. Rebelote quand Trump annonce qu'il va bombarder l'Iran si l'Iran continue son programme balistique et que ce sera pire si l'Iran continue son programme nucléaire. Donc tout ce qui était les accords légitimes qu'avait l'Iran, donc le balistique et l'enrichissement nucléaire pour le civil, maintenant c'est interdit. Donc ils n'ont jamais rien fait de mal. Ils ont attaqué personne, ils font pas de terrorisme, ils font rien du tout et ils ont de moins en moins le droit d'avoir quoi que ce soit parce qu'Israël a décidé que c'était comme ça. Et le troisième moment où, alors là, il fait un petit peu plus la gueule, mais c'était sur la tentative d'assassinat où Trump fait style non, Poutine, c'est mon meilleur pote, comment on a pu vouloir tuer mon meilleur pote, quoi. Bertrand, j'ai vu aussi à la conférence de presse entre Zelensky et Trump, on va quitter juste un petit peu le bilan, comment Zelensky réagissait aux propos de Trump. Ça me faisait penser aux faces qu'il faisait lors de la signature de Minsk 2, où il faisait une face en voulant dire qu'il nous démontrait qu'il n'allait pas suivre la ligne. Et là, on apprend cette tentative d'attentat sur Poutine il y a quelques heures. Et c'est là qu'on voit qu'on est loin d'une entente encore en Ukraine aussi, là. Est-ce que tu partages mon opinion? Mais si tu veux, le problème de Trump, quand tu l'écoutes parler de l'Ukraine, il dit deux choses. Il dit si la paix n'arrive pas, il va y avoir des millions de morts. Le problème, c'est que la paix n'arrive pas parce que les Américains continuent à fournir des armes. C'est la Exactement. seule et unique raison pour laquelle la paix n'arrive pas. C'est que les Américains jouent un double jeu. Et on voit également le double jeu de Trump, parce que dans sa phrase, dans les phrases, quand il répond aux journalistes, un peu, tu vois, comme Trump le fait, il fait à chaque fois un lapsus ou quelque chose que tu peux comprendre comme disant l'inverse de ce qu'il est censé dire. Et il dit c'est bien de vouloir être offensif, mais c'est pas comme ça qu'il faut être offensif. Sous-entendu, il a dit à Zelensky, si tu veux obtenir quelque chose, tu dois être très offensif. Tu sais, c'est son truc sur l'art du deal. Il faut être imprévisible et offensif. Mais c'est exactement ce qu'a fait Zelensky. Et c'est exactement ce que fait Trump. En attaquant, en essayant de tuer Poutine et en détruisant avec des Storm Shadow des énormes installations énergétiques russes. Là, il y a même pas une semaine, il y a eu l'attaque d'une raffinerie dite stratégique. Tu sais, il y a des raffineries qui sont importantes et il y a des raffineries stratégiques dans lesquelles ils stockent et ils font beaucoup de kérosène pour les avions. Tu sais, quand tu raffines du pétrole brut, eh bien, tu peux faire plus ou moins de produits à très forte valeur ajoutée. Et le kérosène, donc le carburant pour les avions, en fait partie, mais pour les avions de chasse qui volent à très haute altitude et à très grande vitesse, ce n'est pas les mêmes carburants.
Parce qu'en fait, il faut des propriétés de viscosité, d'inflammation, etc., qui ne sont pas les mêmes. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais chacun peut comprendre que bah, pour un petit avion, tu vois, un petit deltaplane, tu vas pouvoir prendre du diesel ou du super. Pour un avion qui vole plus haut, tu vas pouvoir prendre du kérosène. Pour un avion qui vole plus haut, plus vite, bah, il va falloir un carburant spécial. Et si tu veux aller dans l'espace, il va falloir un carburant encore plus spécial. Et d'ailleurs, bah, tu as différents types de carburants qui peuvent valoir des milliers d'euros le litre. Enfin, tu montres, il y a eu des études qui ont été faites pour montrer le coût des carburants, tu vois, des fusées à l'époque d'Apollo, par rapport au coût des carburants des fusées Starship, par rapport au coût des carburants des fusées russes, et par rapport au coût des carburants, donc des avions extrêmement rapides ou des missiles. Et c'est très intéressant de voir que dans ce domaine, les Russes sont très en avance, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des solutions que les autres n'ont même pas encore commencé à concevoir. Et c'est pour ça que les Russes réussissent à faire les missiles les plus rapides du monde, les fameux Oreshnik et autres. Mais euh, donc il y a cette base qui a été détruite par des missiles Storm Shadow ou des missiles, l'équivalent français, donc c'est des missiles qui ont une portée de 300-400 km et qui peuvent être tirés par des avions. Mais sauf que Poutine avait dit que c'était la ligne rouge. Il avait dit, si vous continuez à attaquer les installations énergétiques avec des missiles occidentaux, ça va barder. Alors, il semblerait que la réplique à ça, ça a été la destruction d'un bunker dans lequel il y avait plein de généraux, de très hauts gradés, dont le chef des services secrets ukrainiens. Bon, ça, c'est des bruits qui courent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce qu'on va le savoir vite ou pas? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà beaucoup de personnes importantes, Canadiens, Américains, Anglais, Français, qui ont été tués. Pour l'instant, c'est présenté comme des accidents en montagne, des accidents de voiture ou des accidents parce qu'ils étaient devenus humanitaires. Mais je pense que ça va s'accélérer. C'est-à-dire que cette tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine aura au moins autant de conséquences que la destruction d'infrastructures stratégiques. Euh, Tu te rappelles quand il y avait eu les attaques des bombardiers nucléaires russes, bah, la réaction avait pris quelques jours, mais elle avait été forte. Quand il y avait eu les premières raffineries détruites, il y avait eu le premier Oreshnik envoyé. Donc, est-ce que les Russes, dans les jours qui viennent, vont envoyer quelques Oreshnik pour détruire euh, des réunions avec beaucoup de personnes importantes? Parce que les Russes savent tout. Évidemment, ils ont des espions partout en Ukraine. Ils savent où et qui, quand, les réunions, les grades des soldats, etc. Ils savent tout. Et donc là, il va y avoir une réaction qui va être, à mon avis, marquante. Parce que la Russie n'est plus du tout et n'a pas été une seule fois dans l'idée de on veut montrer nos bonnes intentions, on va ralentir les choses. Parce que la seule fois où les Russes l'ont fait, ils se sont pris Boutcha dans la figure. Ils avaient négocié la paix, ils avaient des contrats signés, il ne restait plus que les annexes. Ils ont montré qu'ils respectaient, ils ont reculé, et ça a été Boutcha, et le monde entier les a regardés comme des bouchers. Et en plus, le nom, enfin, Boutcha, boucher, si tu veux, mais c'est comme si c'était. Enfin, c'est la main du diable, quoi. Tu ne peux pas dire ça autrement, quoi. Euh, Même les noms sont parfaitement adaptés. Bertrand, pour 2025, l'évolution de Zelensky et des dirigeants européens, j'y vais avec un constat. Est-ce que la, la démission ou le retrait de Zelensky serait la fin des haricots pour les dirigeants européens qui le soutiennent? Est-ce que Zelensky est lié, le sort de Zelensky est lié aux dirigeants européens bellicistes actuellement? Alors, je vais répondre en deux temps à ta question. Premier temps, on a tous vu à de nombreuses reprises de la poudre blanche autour de Zelensky. On a vu sa mine, etc. Ben, il y a eu des images hier où Zelensky était à côté de Trump. J'en ai fait un tweet d'ailleurs.
il est vraiment dans un sale état. Donc tu ne sais pas combien de temps il peut tenir, mais il faut imaginer la vie de ce personnage. Il est 24 heures sur 24 sur le qui-vive. Il doit être aussi en situation de stress parce que il y a le Naboo qui quand même commence à enquêter, tu vois, sur la fraude. L'Ukraine, ça reste un grand pays. C'est pas un pays qui a une culture d'être une dictature. C'est un pays qui a une culture d'être une démocratie, avec le côté soviétique, etc. Mais ça reste une démocratie qui a changé de nature avec Zelensky, mais c'était pas dans la tradition ukrainienne. Tu sais, c'est des pays qui sont des pays frontières entre deux blocs qui s'affrontent, ou en tout cas quand un des blocs veut détruire l'autre. Et donc l'Ukraine est au milieu de ça. Donc c'est vrai qu'ils ont été beaucoup écartelés, mais ça reste un pays dans lequel il y avait une opposition qui était structurée, il y avait une presse d'opposition qui était structurée, il y avait des contre-pouvoirs, etc. Tout ça n'a pas entièrement disparu. Ça a quasiment disparu, mais ça n'a pas entièrement disparu. Et ça a d'autant moins disparu que beaucoup de personnes en Ukraine, qui sont vraiment des patriotes, commencent à comprendre ce qui se passe. Il leur a fallu peut-être plus de temps qu'à d'autres pour comprendre que leur pays est sacrifié, que leur jeunesse est sacrifiée, que leur vie est complètement détruite par cet Occident qui est cannibale de ses amis, entre guillemets. Puisqu'en réalité, la seule chose qui intéressait Donald Trump, on le voyait bien, donc maintenant il en parle moins, mais si tu veux, on a fait plein d'émissions où la seule préoccupation de Donald Trump, c'était les terres rares. Il parlait des terres rares tout le temps. Trump, c'est quelqu'un il est monomaniaque. Donc il a son moment terre rare, il a son moment intelligence artificielle, il a son moment migrant, parce que comme il retient pas de façon globale trop de sujets, eh ben il a des espèces de folies comme ça. Il nous faut des terres rares. Et alors, il va être tu sais, comme une machine qui radote pendant des semaines. Donc là, maintenant, son radotage, ce n'est plus que le sionisme, ce n'est plus qu'Israël, ce n'est plus que on doit tous s'aligner sur Israël, il n'y a plus que ça. C'est véritable de ses préoccupations. C'est-à-dire, les paix de Trump sont des paix qui doivent être invariablement au service d'Israël. Donc, ce n'est pas des paix, c'est des fausses paix. Et parce que quand tu regardes au Congo, quand tu regardes en Ukraine, qui sont les oligarques, qui sont les gens les plus puissants ou les personnes qui veulent s'attribuer la part du lion? Tu vois, qui est derrière BlackRock? Quel est si tu veux, quel est le point commun entre la plupart des oligarques ukrainiens? Quel est le point commun entre les personnes qui ont été prises pour fraude et dans quel pays ils ont pu fuir librement? Quels sont les passeports auxquels tient le plus Zelensky, etc., etc. Je veux dire, tout ça, ok, c'est très choquant de le dire, mais bizarrement, c'est choquant de le dire alors que c'est la vérité. Depuis quand, si tu veux, moi je suis catholique. Dans la religion catholique, ce qui est le plus important, c'est la vérité, avant même l'amour. Mais l'amour n'existe qu'en vérité. Mais la vérité. Or, on vit aujourd'hui dans un monde où, à force de tuer Jésus-Christ, à force de tuer les religions, etc., on veut tuer définitivement la vérité. C'est-à-dire qu'on a réussi à nous mettre dans la tête que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et maintenant, on n'est même plus dans l'idée que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Il est de bon ton de répéter les mensonges. Enfin, est-ce que tu vois cette migration de il ne faut pas dire toute la vérité, ça peut blesser, alors que non, il faut dire toute la vérité. Évidemment, il ne faut pas blesser les gens. Tu vois, c'est la fameuse flèche entourée de miel, tu sais, du proverbe touareg. La vérité, c'est une flèche acérée qui peut faire mal,
Et c'est pour ça qu'il faut l'enrober de miel pour pas qu'elle puisse tuer la personne. Ça va lui faire du mal d'entendre la vérité. Parfois, tu dis des vérités à quelqu'un, il n'a pas envie de les entendre. Et il croit que tu l'aimes pas quand tu dis ça. Mais en fait, c'est parce que tu l'aimes que tu dis ça. Et alors, mais tu peux le dire de façon blessante ou de façon aimante. Et c'est toute la nuance, en fait. Mais on vit aujourd'hui dans un monde où la vérité est interdite, elle est dangereuse. Tu n'as même plus le droit de regarder un certain nombre de statistiques, etc., etc. En revanche, le mensonge est valorisé. C'est très, très grave. Oui. C'est la destruction de ce qui est le plus fondamental. C'est-à-dire que les gens voient quelque chose blanc et, tu sais, c'est l'expérience de H. C'est-à-dire que tu as plein de personnes dans une pièce et ils sont tous complices sauf un. Et on dit 2 plus 2. Et il répond, il dit 4. Et les autres disent non, non, 5. Et tout le monde dit 5. Et après, il dit, bah ok, 5. Mais après, en fait, tu vas réussir à convaincre tout le monde que 2 plus 2 égale 5. Exact. Mais Bertrand, il nous a créé beaucoup d'espoir, puis je suis pas prêt à rejeter Donald Trump actuellement. Parce en quoi on peut avoir espoir du côté américain si c'est pas Trump? Personne. Malheureusement, il y avait Charlie Kirk, ça aurait été intéressant. Je pense que c'était quelqu'un, mais qui était très mal marié. On voit d'ailleurs ce qui est maintenant, ça devient gros comme les yeux au milieu de la figure. Sa femme a toujours été manifestement préparée à devenir le CEO de Turning Point. Elle le dit elle-même. Alors, ce qui est drôle, hein, c'est qu'au début, tous les proches du couple disaient que Charlie Kirk avait dit si un jour il m'arrive quelque chose, tu auras suffisamment d'argent et je veux que tu t'éloignes complètement de la politique et que tu protèges les enfants. Manifestement, aujourd'hui, quand elle raconte exactement la même situation, elle dit il a toujours dit que si un jour il lui arrivait quelque chose, je serais parfaite pour le remplacer. Elle n'était même pas dans l'organisation. S'il avait voulu qu'elle le remplace, il l'aurait mis dans l'organisation. Mais bon, et elle était censée s'occuper des enfants, on ne voit plus. Pour revenir à Donald Trump, s'il y avait des personnes qui étaient intéressantes, il y avait Ron Paul, le sénateur, il y avait Massey, il y avait... Mais le problème, c'est que ces gens-là qui se battent pour une forme de vérité, qui se battent, comme tu dis, pour America First, ces gens-là, en fait, sont écrasés par le système. Je te rappelle quand même qu'ils ont monté au nu Fuentes, puis il a disparu. Ah oui? Eh bien, il a disparu comme il était apparu. On me dit que ça monte encore beaucoup, Fuentes, non? Puis l'autre chose aussi, c'est que je découvre qu'il y a d'autres Nick Fuentes. Je suis en train de découvrir des influenceurs que certains me réfèrent. Et certains ont des doutes sur Fuentes. Parce que le 6 janvier, là, le fameux D6, là, où il y a eu des événements là, à la Maison-Blanche, Nick Fuentes aurait été arrêté, puis bizarrement relâché. Et certains me disent qu'il faut faire attention à Nick Fuentes, mais j'ai d'autres noms en ce moment qui dénoncent l'influence d'Israël dans la politique américaine. Et effectivement, là, ça fait quelques mois là, que le meurtre de Charlie Kirk s'est déroulé. Et là, on est à même de comprendre, toi et moi, tout ce changement de paradigme aux États-Unis face à l'opinion publique vis-à-vis Israël. Et ça, c'est un point tournant de 2025. L'opinion publique américaine semble de plus en plus sensibilisée à ce phénomène-là qu'on refusait d'aborder avant. Et là, on a des gars comme Tucker Carlson, Camden Sowan et autres qui pointent du doigt Israël. Est-ce que, puis avec la liberté d'expression, on peut essayer d'espérer et ça pourrait peut-être donner de l'espace à Donald Trump pour s'opposer à ce phénomène-là, parce que moi, je suis pas prêt à tirer la pierre encore à Donald Trump,
je donne la chance aux coureurs, mais plus ça va, là, plus j'ai hâte de voir de véritables résultats. Mais je regarde comment Charlie Kirk a fini, je regarde comme John F. Kennedy est terminé. Puis rappelle-toi aussi que qui a tiré sur Trump pendant la campagne électorale? Ben là, je me dis, est-ce que Donald Trump s'est fait lancer un message que de pas s'aventurer là-dessus? Euh, euh, Moi, je surveille ça, là. Je surveille ça. Alors, Est-ce que alors tu as peut-être décroché 100% de Trump, Bertrand, où il pourrait... pour revenir sur Nick Fuentes, il a eu une période où il a été monté par le système très très fortement. Donc d'abord, Ouais. il y a eu tout un petit conflit avec Candace Owens, parce qu'il y a eu, tu vois, sur l'assassinat de Charlie Kirk, puisqu'elle était persuadée que c'était pas la version officielle qui était la vraie version, et lui était persuadé que la version officielle était vraie. Donc ça a commencé comme ça, et ils se comprenaient pas. C'est-à-dire, elle ne comprenait pas comment aussi vite il avait pu boire le narratif. Et lui ne comprenait pas comment elle pouvait voir des pièges partout et qu'en voyant des pièges partout, ça la décrédibilisait, puisque alors qu'elle ne pourrait pas prouver ce qu'elle disait. Mais elle y croyait. Et elle fait un travail énorme pour essayer de le prouver, mais on voit à quel point c'est difficile, puisque de l'autre côté, il y a des spécialistes de l'effacement de traces, en fait. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Et quand des choses comme ça se passent, il y a énormément de cerveaux qui sont mis en fonctionnement pour éviter de laisser trop de traces. Ensuite, il est passé chez Pierce Morgan, il est passé chez Tucker Carlson, etc. Donc, il est allé au maximum des médias qui continuent à inviter des gens corrosifs. Tu vois, Pierce Morgan, c'est un peu son fonds de commerce. Tucker Carlson, moins, il est plus dans la sobriété, tu vois, il est dans le débat long. Mais dans la foulée de son passage chez Tucker, il a beaucoup insulté. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas grandi considérablement dans les réseaux sociaux. Tu vois, il est un peu à la marge. Nick Fuentes, il a des centaines de milliers de personnes qui s'intéressent à lui, mais comme d'autres, tu vois, y en a un, Jackson Hinkle, hein, tu vois, qui a aussi quelques millions de personnes qui le suivent sur X, c'est beaucoup plus que Nick Fuentes. C'est des gens qui ont des moments où ils ont une forte popularité, et puis ils passent de mode en fait. C'est-à-dire que souvent, ils ont une forte euh, crédibilité sur des choses très clivantes. C'est-à-dire, Hinkel, il était très positionné sur Israël par rapport au génocide de Gaza, etc. Et tous les jours, il y revenait, etc. etc. Et c'est là où tu vois, quand tu es que sur des messages très courts, lapidaires, que tu n'es pas sur le fond, tu vois, vraiment rentrer dans le détail de ce que tu dis, eh ben, tu crées pas un noyau très solide, en fait. Tu as beaucoup de spectateurs zappeurs et qui vont aller vers le gueulard médiatique avec une bonne gueule, avec un bon positionnement suivant et ainsi de suite. En fait, tu construis pas de façon organique quelque chose. Tu vois, tu apparais, en quelques mois, tu as des millions de personnes parce que c'est comme ça aux États-Unis. Et puis quelques mois après, tu n'en as pas beaucoup. Mais comme tu dis, il y en a d'autres qui émergent et qui, eux, sont sur un positionnement qui est beaucoup plus organique, beaucoup plus, tu vois, long. Et là, c'est vraiment la position de Candace Owens, hein, qui est capable de faire une émission d'une heure tous les jours, 5 jours par semaine, tu vois, pour aller au fond des choses. Et tu vois qu'elle, elle grandit. Alors, elle grandit en nombre d'ennemis et elle grandit en nombre de personnes qui véritablement se disent, tiens, elle a un positionnement très important. Le problème, c'est que c'est super fragile. C'est-à-dire qu'elle est désespérément seule. Tu vois, elle a une petite équipe, elle a un mari qui est riche, elle doit gagner beaucoup d'argent avec ce qu'elle fait, mais elle est toute seule. Parce que face à Fox News, CNN et toutes ces grosses chaînes de télé, tu ne t'imposes pas dans la tête des ménagères, de la plupart des gens. C'est-à-dire que elle fait
2 ou 3 millions de vues par jour, par émission. Et c'est tout le temps les mêmes personnes, à 90% près. Mais Fox News, sur une journée, ils sont en contact avec 50 millions de personnes qui passent en moyenne plus d'une heure. Tu vois, ça peut être la chaîne de télé qui est allumée quasiment 15 heures par jour dans la cuisine des maisons américaines, dans le salon, sauf quand il y a... Parce qu'en réalité, comme les films sont tous interrompus par des pages de pub et des machins, les gens, quand ils regardent la télé, souvent, ils regardent ces télés d'infos ou les émissions. Donc, eux ont de l'influence. Et eux, ils sont à sens unique. D'une part, ils n'invitent jamais Candace Owens, ils n'invitent jamais Nick Fuentes, ils n'invitent plus jamais Tucker Carlson. Donc, en fait, il y a comme une cocotte minute qui se crée autour de, allez, on va dire 5 millions de personnes aux États-Unis, 500 000 personnes ou 1 million de personnes en France, qui sont véritablement dans la réinformation. Et toutes les autres ne sont pas dedans. On leur explique tous les jours que les personnes qui écoutent Candace Owens sont des malades mentaux, parce que ceci, parce que cela, parce qu'elle ose attaquer la veuve de Charlie Kirk, qui est tellement triste, etc., parce qu'elle est antisémite, parce qu'en fait, elle a tous les défauts. Comme elle a un mari riche, elle n'est pas aimée par les gens qui n'ont pas de moyens. Si tu veux, elle n'a pas véritablement d'amis. Dans une échelle beaucoup plus faible, moi, au début, il y a des gens qui disaient, mais moi, je ne prendrai jamais un abonnement ou j'achèterai jamais rien à Bertrand, puisqu'il a dû gagner beaucoup d'argent dans sa vie ou dans sa carrière. Et donc, c'est plutôt à lui de donner. Alors, donc, sous-entendu, il faut que je donne ma vie. Et en plus, si j'ai des économies, il faut que je les donne aussi. Ne vous inquiétez pas, l'État s'en charge. Bertrand, j'aimerais qu'on parle aussi des dirigeants européens tout au long de 2025. Ils ont gardé cette... on défait tout le... C'est l'autre chose aussi là, qui me dit que Trump n'a pas la tâche facile. Les dirigeants européens en 2025, c'est quoi tu tires comme conclusion à la fin de l'année? Moi, ce que j'aimerais bien, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment insister sur les Twitter Files. OK. C'est-à-dire que ce qu'ont découvert les Américains, c'est que l'attaque contre le premier amendement, elle venait pas de l'intérieur des États-Unis, elle venait principalement de l'Europe et principalement de Macron et des valets de Macron, dont Breton. Alors bon, là aussi, c'est du divertissement qui soit interdit de séjour aux États-Unis, ça permet de le refaire passer en boucle. Et tu remarques l'impact, c'est que tous les chefs des partis français se mettent parfaitement alignés derrière Macron. Comment les Américains osent ne plus l'inviter? Et donc, ils oublient que la raison pour laquelle il n'est plus invité, c'est qu'il est considéré comme un danger public pour la liberté de parole. Mais en réalité, les Américains ont déjà cédé complètement là-dessus. On sait que quand X invente liberté de parole, mais pas liberté d'atteindre, sous-entendu, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous allez lire dans une pièce seule et notre intelligence artificielle s'assurera que vous ayez à peine quelques centaines ou quelques milliers de vues dès que vous dites quelque chose qui n'est pas apprécié par les donneurs d'ordre, entre guillemets. Donc on a déjà petit à petit cette dérive qui s'est organisée. Historiquement, elle était organisée autour de minorités, donc c'était wokisme, LGBTQ+, etc. Et maintenant, c'est uniquement le sionisme. Tu vois, les milliards de pubs, rachat de TikTok par Larry Ellison, donc obligation à la Chine de vendre, etc. Enfin, il se cache même plus. Même Netanyahou, dans une conférence, dit voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à convaincre Elon Musk et après, c'est bon, on contrôlera toutes les armes. Il le dit. On est sur le point de remporter cette guerre. Et il faut mettre tous les moyens. Mais le problème, c'est qu'il le dit, mais personne n'ose le répéter. On revient au fait qu'il vaut mieux mentir ou ne rien dire que de dire la vérité sur un sujet qui peut te mettre en danger. Mais c'est quand même hallucinant, c'est factuel. C'est factuel. De la même manière qu'il est factuel qu'il y a eu énormément de mensonges en France pour convaincre les autres pays européens, puisque c'était ta deuxième question, de Oui. s'associer
à la croisade de Macron contre la Russie, puisqu'en fait, il leur avait affirmé que s'ils se mettaient tous en croisade contre la Russie s'effondrerait en quelques semaines. Et c'était dit et répété par notre ministre de l'économie, notre ministre des armées, hein, qui est maintenant Premier ministre, le Cornu. Et parce que ça aussi, c'est ce qui s'est passé cette année. Mais pour parler des chefs d'État européens, je crois que les chefs d'État sont des caricatures. Ah oui. Enfin, Merz, et encore plus une caricature que Scholz. Starmer, bah, je ne sais pas dans quelle Angleterre il aurait pu être choisi comme chancelier. Enfin, bon, en même temps, les chanceliers anglais, si tu veux, c'est pas véritablement. Mais là, avec Starmer, on touche le fond, quoi. C'est stupéfiant. Et c'est là où tu vois que dans tous ces pays-là, ces personnes ne sont que la vitrine pour nous distraire, mais que le pouvoir est ailleurs. Est-ce que le pouvoir en Angleterre, il est entre les mains du MI5, du MI6, de quelque chose d'autre, de la City, mais sous quelle forme, etc. Euh, qui est vraiment le pouvoir aujourd'hui en Allemagne? L'Allemagne qui est sur le point de rompre économiquement. Bah, au cours de cette année, l'Allemagne, juste il y a quelques jours, a détruit sa centrale thermique au charbon la plus moderne. Elle avait été modernisée il y a 5 ans. Elle a été détruite alors que c'est l'hiver le plus froid depuis très longtemps en Europe. Enfin, si tu veux, cette espèce de truc écologique, machin, enfin, dans le monde, je crois c'est 60% de l'électricité qui est produite avec des centrales à charbon. Et là, je te parle des centrales à charbon en Chine, hein, ou dans ces pays-là. Donc, qu'est-ce que... Enfin, c'est pas parce que c'est mal ailleurs qu'il faut faire mal chez soi. Mais sincèrement, les centrales à charbon, c'est comme les moteurs à explosion. On est capable vraiment de supprimer l'impact des fumées. Et par ailleurs, le CO2, c'est pas mauvais. Exactement. Oui. Euh, Écoute, Bertrand, il y Et puis avait. les autres chefs d'État européens, quand ils sont vraiment bons, ils montent au niveau de l'Europe. Hein. Tu as Kaja Kallas, etc., le maire woke de Lisbonne. Enfin, tous ces... En fait, plus ils sont mauvais, plus ils sont dans ce transhumanisme qui dit pas son nom, plus ils montent en grade, en fait. Et surtout, et tu sais bien, avec Marc Carney au Canada, c'est des bons soldats du monde de la finance. C'est peut-être ça leur point commun le plus fort. Ils ne regardent pas les humains, ils regardent les chiffres. Écoute, Bertrand, ça transforme toutes mes pensées des deux grandes guerres, de l'attentat de John F. Kennedy et autres. Les événements qu'on vit aujourd'hui nous fait tout remettre en question ce qu'on nous a raconté sur l'histoire au 20e siècle. Ça a au moins ce mérite-là aujourd'hui. Toutes les causes qu'on m'a appris à l'école de la Première puis la Deuxième Guerre mondiale sera à revoir si ce qu'on on remarque, toi et moi, ce qu'on nous a expliqué des deux premières guerres me fait remettre tout ça en question. C'est... Mais, hein? mais surtout, quand tu regardes la Première Guerre, Karl, Oui, alors bon, je ne vais même pas faire un cours sur qui a financé, qui était de côté, bref. Mais tu te balades en France, tu n'as pas un village, même des tout petits villages, où tu n'as pas un monument aux morts avec des dizaines de noms inscrits. La Première Guerre, elle a détruit la démographie de l'Europe avec une efficacité inimaginable. Et donc, elle a provoqué l'ouverture des frontières parce qu'il fallait remplacer beaucoup de gens qui étaient morts. Alors là, essentiellement, ça a été, par exemple, beaucoup de gens qui n'avaient pas été confrontés à cette guerre, donc espagnols, portugais, etc. Et encore une fois, c'est pas négatif. C'est juste que ça a été un changement énorme d'organisation. Tu as eu la même chose d'ailleurs avec les États-Unis, où là c'était différent. C'était
euh, la conquête de l'Ouest, tu vois, des espaces, tout était possible. Donc d'un côté, il y avait besoin de main-d'œuvre parce qu'il y avait eu beaucoup de morts, et il y avait besoin d'hommes parce qu'il y avait eu beaucoup de morts. Puis la Deuxième Guerre mondiale, ça a été pire. Il faut quand même imaginer euh, 27 millions de morts en Russie. Ah oui, puis c'est l'autre chose. Non Quand mais on nous interdit de 27 remettre... millions de morts. Oui. Nous, Là, ici, il y a un politicien très connu qui est décédé aujourd'hui, Yves Michaud, qui avait osé dire dans un salon de coiffure en privé qu'il n'y avait pas juste eu le peuple juif qui avait connu des exactions, des génocides. Et 2 jours plus tard, il y avait un vote à l'Assemblée nationale pour le condamner publiquement. Et ouais. aujourd'hui, je regarde ce qu'on est en train de faire, où on essaie d'aller dans le fond des événements qu'on vit, et on s'aperçoit que le peuple, les intérêts du peuple sont pas considérés du tout. C'est ces fameux banquiers-là à qui répondent nos dirigeants. C'est ça qu'on réalise aujourd'hui. Donc, on se demande ce qui s'est passé avant est à revoir complètement. Moi qui ai étudié un petit peu l'histoire, j'ai l'impression qu'on va assister à, à un éveil aussi à ce niveau-là, des révélations que tu dois, oui, hein, Ah ben, que c'est ton... pour ça que je reparle de ça. Je vais peut-être revenir sur le titre, parce que c'est ce que tu es en train de dire, hein. C'est le titre, c'est Fiat Veritas Pereat Mundus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vérité advienne, fût-ce au prix du monde. Ce qui veut dire que la vérité, c'est la chose la plus importante. Et en fait, on nous ment surtout depuis longtemps pour faire advenir euh, le diable en réalité, l'antéchrist. Donc on nous prépare, on nous préconditionne pour faire des millipactes avec ce qu'est le diable et sa venue. Et si tu te rappelles, Benoît XVI, qui avait été un pape qui avait été démissionné, et qui n'arrive jamais, qui avait été remplacé par François, lui, il disait régulièrement que l'antéchrist était là, qu'on était dans cette période-là. Et les prophéties le disent aussi. Et dans les prophéties, invariablement, il y a 2 pays qui sont mis en avant, c'est la France et la Russie. Pourquoi? Ben, on voit bien, on a d'un côté la Sainte-Russie, hein, c'est ce qu'on évoquait avec tous les morts, puisque c'était la cible, et c'est aujourd'hui encore la cible. Et de l'autre côté, Paris, si on considère le rôle très particulier de Macron, le rôle très particulier de Notre-Dame, le rôle très particulier de la force nucléaire française, qui est entièrement sous le doigt de Macron, sans personne qui peut s'interposer, sans personne qui peut s'interposer. Il est le seul. Et il a tellement de pouvoir qu'il peut décider de réquisitionner les journaux, réquisitionner les biens, les personnes, les machins, de la même manière, sans contre-pouvoir. C'est la loi de programmation militaire signée à l'été 2023 qui va de 2024 à 2027 et qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée. Les députés Wow. ne se sont même pas rendus compte des changements dans le texte. Ils ont voté aveuglément parce que ça fait 50 ans qu'ils votent la même chose et qu'ils se sont dit que c'était la même chose. Sauf que non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Le diable est dans les détails. Et quand ils ont vu les détails, c'était trop tard, ils avaient voté. Bertrand, pour terminer, à quoi s'attendre pour 2026 à la lumière de ce qu'on a vécu en 2025? À quoi tu t'attends sans être un prédicateur? À quoi on peut s'attendre en 2026? Moi, je vais rappeler une chose que je redis souvent, et parce que c'est essentiel. Dans la, dans la Constitution américaine, le premier amendement, c'est la liberté de parole. Et le deuxième amendement, c'est la liberté d'avoir des armes, parce qu'avec ces armes, on peut renverser un tyran qui voudrait empêcher cette liberté de parole. Avec la liberté de parole est connectée immédiatement la liberté de penser. Et la capacité à penser, c'est ce qui fait de nous des humains. Hein, c'est
cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Alors on pourrait aller plus loin, reprendre des conversations qu'on a eues dans d'autres émissions sur Spinoza, etc., etc. Mais la clé est là. Aujourd'hui, on voit que la guerre principale, elle est dans le domaine de la conquête des âmes. Les guerres qui ont lieu, euh, les sacrifices, parce qu'on peut vraiment parler de sacrifices pour les bœufs, par exemple, en France, mais pour les gens qui tendent leurs bras pour des vaccins dont les essais cliniques ne sont pas terminés, etc., et qui s'avéreront totalement inefficaces pour guérir les maladies, mais ils sont peut-être très efficaces pour faire autre chose, comme nos gouvernements sont totalement inefficaces pour rendre la vie des gens plus heureuse, mais peut-être qu'ils sont très efficaces justement pour foutre le bordel dans leur vie. Eh bien, ils s'attaquent à ça. Et encore une fois, le cœur de la matrice, et c'est pas parce que je suis français, je regrette infiniment, c'est à Paris. Tu as les Twitter Files qui ont démontré sans l'ombre d'un doute que celui qui était au cœur du système et qui ont utilisé toutes les possibilités avec les ONG françaises, donc genre CRIF, MRAP, etc., etc. Parce que comment ils font? Ces gens-là, ces associations, attaquent les réseaux sociaux et attaquent le patron des réseaux sociaux, qui se retrouve mis en garde à vue, qui se retrouve avec un risque pénal, etc. Et là, l'État dit, ah, si vous changez les choses, on arrête avec les plaintes contre vous. Alors ils réfléchissent, ils disent mais c'est pas possible, etc. Et puis finalement le patron il est tellement sous pression qu'il se dit soit je démissionne, je change de boîte, mais est-ce qu'ils vont pas continuer à m'attaquer? Soit j'essaie de convaincre aux États-Unis de céder là-dessus. Et puis en même temps, bah, à l'époque c'était sous Biden, donc il y avait la même volonté d'être aligné sur moins de liberté de parole, moins. Mais c'est vrai aussi sous Trump puisque le premier truc que Trump a fait au moment de l'assassinat de Charlie Kirk, c'était de vouloir supprimer la liberté de parole du camp d'en face. Hein. C'est pas mieux. Et il y a toujours des bonnes raisons de supprimer la parole de quelqu'un. Toujours. Sauf qu'il n'y en a aucune. Et donc, hein, la guerre, elle est là. Et tu te rends compte que le système français est un système imparable. Puisque les ONG attaquent, mais tu as l'impression que ce n'est pas le procureur, que ce n'est pas l'État. Mais l'État, en même temps, lui, il a pour faire que ces attaques soient 10 fois plus douloureuses, avec des amendes, avec des procès, avec des conséquences, avec la possibilité de mettre en cause le patron, le représentant légal de l'entreprise, avec la possibilité des amendes en centaines de millions, voire en milliards contre des entreprises. Parce que on se dit, Musk, il est milliardaire, mais les 120 millions d'amendes, c'est juste une première étape. On sent bien que si ce terrain il est cédé, la prochaine ce sera 3 milliards. Pourquoi pas 10 milliards? Les Américains sont spécialistes de ça. Ils ont sanctionné des banques françaises et des sociétés françaises en milliards, sans aucune réciprocité, puisque les Américains se permettent ce qu'ils interdisent aux autres. Et donc, vraiment, la bataille, elle va se passer là. On a vu récemment les attaques contre Jacques Beau et attaques contre Xavier Moreau, mais il y avait eu des attaques contre Nathalie Yan, contre plein de personnes, et tous naïvement au début pensent que ça ne va pas beaucoup les atteindre, et puis finalement après quelques jours ils réalisent que c'est d'une violence inimaginable. Parce que l'Europe a aussi une forme d'extraterritorialité avec les cartes bleues, avec les compagnies aériennes, avec tous ces acteurs-là, exactement comme les Américains. Mais ça avait déjà commencé plus tôt. Ça avait commencé dès décembre l'année dernière. J'ai été mis en garde à vue pendant 35 heures pour des tweets dont aucun n'est insultant, aucun n'est diffamant, aucun n'est d'aucune manière que ce soit harceleur. Mais pourtant, on m'a mis ça pour m'intimider, pour me faire passer le message qu'il fallait plus parler de certains sujets, que si je voulais pas avoir de problème, je devais me taire sur certains projets. On me l'a dit explicitement.
C'est-à-dire qu'on vit dans un système où on va utiliser tous les moyens de la force publique, mais également instrumentaliser la justice pour te terrifier, voire pour te détruire. Et il faut quand même réaliser le truc hallucinant. C'est que j'ai été mis comme si j'étais un des leaders de ça. Non mais, preuve Bertrand, c'est parce que que ce contrairement n'était à pas les d'autres, faits qui étaient importants, c'était la nature du message. Eh bien, ce que j'ai pu constater, c'est à quel point personne n'a voulu réaliser que ça concernait tout le monde, que c'était pas quelque chose qui concernait Bertrand Scholler, que les gens me détestent ou même, ou ça n'a pas beaucoup d'importance. Il fallait se battre contre l'instrumentalisation de la loi et montrer de la solidarité envers moi. Ça n'a pas été le cas. Et ça va être la même chose avec Xavier Moreau et Jacques Beau. Ils ont été choisis pour ça. Les premiers jours, les gens les soutiennent. Et puis demain, ils vont recevoir des lettres en disant si vous continuez à les mettre sur vos médias, vous allez être en responsabilité pénale. Ils vont tous baisser leurs culottes. Bertrand, on a à Brochu TV, j'ai perdu deux collaborateurs, le général de la Ward, Éric Denessé, qui était venu aussi à l'émission, entre autres avec le colonel McGregor. Et toi, le 5 janvier, tu vas connaître ton sort. Donc, c'est peut-être la dernière fois qu'on se parle. Si on t'interdit d'intervenir, j'aimerais quand même, si c'est la dernière fois qu'on se parle, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Achetez mon livre, vous allez l'adorer. Ça, c'est la première chose. Il est sur Oui, Amazon. Sinon, vous pouvez me contacter à Bertrand at 55 Bellechasse. Et je dis pas ça par rapport à ce que tu dis, parce que moi, je suis très optimiste, donc j'espère que ça ne se passera pas. Mais le passé montre que les pessimistes ont plus souvent raison. Abonnez-vous à ma lettre Substack, abonnez-vous à Patreon par sécurité, parce qu'effectivement, ce sera beaucoup, beaucoup plus difficile. C'était ma réponse à ta question. La liberté de parole va être attaquée comme elle n'a jamais été attaquée. ah oui, Et puis donc oui. prenez ce livre. Vous savez, ce qui se passe avec Moreau et Beau, c'est que même leurs livres, s'ils ne sont pas déjà retirés, vont être totalement retirés. Parce qu'en fait, pour leur éditeur, vendre le livre de ces auteurs, c'est participer à leur promotion. Et donc, c'est pénal. Donc, Donc, si vous voulez le livre, dépêchez-vous. En tout cas, commandez autant que vous pouvez avant le 5. Parce que tout ça, ça fait partie des choses. Moi, j'en ai parlé avec Aurélien, donc Zoé Sagan, qui lui me dit, parce qu'il s'était amusé à regarder toutes les jurisprudences sur le harcèlement en ligne, et invariablement, c'est les mêmes attaques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la loi de programmation militaire en France qui permet véritablement de découper. C'est pire que le crédit social. Il faut comprendre qu'on parle beaucoup du crédit social à la chinoise. La loi de programmation militaire en France, elle inclut le pire crédit social au monde. C'est-à-dire qu'elle permet, sans avoir besoin d'argumenter très longtemps, de confisquer à qui on veut l'ensemble de ses moyens de subsistance. Non, Bertrand, je mais lis. il faut Oui, relire la loi, vous verrez. Il faut savoir que si vous prenez mes lettres Substack de l'été 2023, j'explique tout ça depuis cette époque-là. Je dis, mais si tu veux, malheureusement, euh, tout le monde était préoccupé par d'autres choses. C'était l'été 2023, il venait d'y avoir les retraites, il venait d'y avoir les émeutes des banlieues. Et personne ne s'est intéressé à ça. Et puis à la rentrée, il y avait d'autres choses. Il y avait des élections, il y avait des ceci, il y avait des cela. Et résultat, les divertissements empêchent de regarder l'essentiel. Et moi, j'essaye tout le temps de ramener les choses à l'essentiel. Tu me poses des questions sur Trump. Pour moi, l'essentiel, c'est Trump vis-à-vis de Gaza. Trump vis-à-vis de ce qui est au-dessus du LGBTQ+, c'est le sionisme. Eh bien,
sur ces deux choses-là, il a montré quelle était sa position extraordinairement nette. Et il ne va pas changer de position. Il faut revoir son discours à la Knesset il y a quelques semaines. C'était une caricature ambulante. Mais à la décharge de Donald Trump, il y a Netanyahou qui a fait un discours à l'endroit de la Chine que si la Chine cachait des membres du Hamas, qu'Israël allait bombarder la Chine. Et il y a eu une réponse très froide de Xi Jinping. Et là, j'ai eu comme information que c'est Donald Trump qui a convoqué Netanyahou à Mar-a-Lago pour essayer de contrer ou en tout cas de dire fais pas cette erreur-là d'attaquer la Chine. Parce que c'est quoi ton impression de ça pour terminer? Alors, moi, je ne crois pas vraiment, j'ai pas entendu ça. Je pense qu'il y a des sites qui disent des choses comme ça qui ne sont pas totalement vraies, OK? parce qu'en fait, ils aimeraient que ce soit vrai. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient que la Chine ait à se positionner très nettement par rapport à Israël. Le truc, c'est que même la Russie, qui voit à quel point Israël a été impliqué dans les attentats, tu vois, dans les opérations contre les bombardiers, Crocus, etc., etc., la formation, il y a énormément d'Israéliens qui ont été impliqués dans la formation et la mobilisation des troupes en Ukraine, comme la Turquie était présente aux côtés d'Ukraine, alors que la Turquie n'est pas non plus un ennemi de la Russie. On voit qu'il y a une vraie réelle politique et, et donc quand tu es responsable d'un pays, eh ben, malheureusement, tu ne peux pas être d'une brutalité exemplaire, mais tu ne peux pas dériver autant que Trump a dérivé. Imagine si maintenant Poutine ou Xi dérivaient dans un sens ou dans un autre face à une puissance nucléaire comme Israël ou comme les États-Unis ou comme la France. Et ils marchent tous sur des œufs. Bertrand, c'est ce qui termine l'émission. Peut-être deux mots pour te remercier de tout ce que tu as fait pour ma chaîne et de venir ici nous s'adresser au Québec. C'est toujours un honneur. Je tiens à te remercier beaucoup aussi de publier certaines de nos émissions sur ta page qui fait que ça, ça, ça nous fait connaître davantage. Je tiens à te remercier pour tout. Et je tiens à te souhaiter une très belle année 2026. J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de travail à faire encore la prochaine année. Et santé, prospérité, je te souhaite tous ces vœux-là et je te donne le mot de la fin pour... Alors, le mot de la Oui. fin, encore une fois, et c'est pas parce que c'est pas par convoitisme, mais c'est je vous recommande de commander mon livre. Donc, vous avez cette version artisanale, donc c'est en me contactant à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com, sur Amazon. Donc, cette version, c'est exactement le même texte hein, qui est dedans, hein, 555 pages. Euh, Par ailleurs, abonnez-vous à la lettre Substack. Vous pouvez prendre un abonnement gratuit ou prendre un abonnement payant. Et jusqu'au 1er janvier, il y a la possibilité pour ceux qui ont moins de moyens, c'est vraiment pour les personnes en fonction de leurs moyens. J'ai fait un abonnement très préférentiel à 40 euros que j'arrêterai parce que ça fait quelques semaines que j'ai proposé ça. Donc si en quelques semaines, bah, les lecteurs ne se sont pas décidés, c'est qu'ils ont vraiment pas envie de prendre d'abonnement, donc je ne vais pas insister, ça ne sert à rien. Et également, qui est gratuit, j'en ai parlé plusieurs fois aujourd'hui, et qui est vraiment intéressant parce qu'il n'est pas connecté à moi. C'est un peu comme Brochu TV, c'est Karl qui gère, c'est au Québec, c'est pas du tout les mêmes règles tu vois, de censure ou autre. Bah, c'est Patreon, donc je vous recommande de vous abonner à Patreon. Si vous allez sur ma dernière lettre Substack, vous aurez. Et puis j'enverrai à Karl le lien vers Patreon. Mais de toute façon, si vous allez sur Patreon et que vous faites Bertrand Scholler, SCHODZLER, vous allez trouver. Donc, bah, soyez nombreux à y aller. Encore une fois, c'est gratuit. Et bah, ce serait génial de finir l'année sur Patreon à 1000 abonnés gratuits. Ce serait Bertrand, un peu oui, comme puis un pied de nez.
Je t'invite tout de suite après la mission dans les commentaires d'écrire ces références-là pour qu'on puisse te rejoindre. Et je tiens à te dire, je prévois bientôt aller en Europe d'ici le mois de mars et j'ai déjà des donations. Je tiens à remercier Sébastien et Michel du Québec, deux auditeurs assidus de nos émissions. Je tiens à les remercier. Ils t'ont donné des montants que je te parlerai tantôt et ça va nous donner une des raisons de se voir quand j'irai faire mon tour en Europe. Donc, je tiens à remercier tout le monde. J'ai besoin de toutes les aides possibles. Tu sais, au moment du procès de Brigitte Macron, je pense que les gens n'ont pas réalisé ce que ça représentait comme coût. Et bon, bah, malheureusement, les autres médias, comme j'ai dit, se sont pas du tout fait les relais de ça. Et c'était vraiment très douloureux, en fait. Et peut-être le prochain rendez-vous, si on t'enlève pas le droit d'intervenir sur les réseaux sociaux, ce serait peut-être intéressant que tu viennes le 5 janvier au soir nous parler des résultats de ce procès-là. Ah, bah, s'il y a un endroit où j'ai bien envie d'aller, effectivement, c'est chez toi, Karl. Bon, ben, gros merci, Bertrand. C'est tout pour 2025 et on se reparle en 2026. Merci beaucoup. À bientôt à tous.